Bonjour à tous, je vais lancer une série de 3 vidéos consacrées à une œuvre de Platon, ou plutôt donc à 3 œuvres de Platon qui se suivent. Une vidéo sera consacrée à l'apologie de Socrate, une à Criton et une à Phédon. La première vidéo, donc la vidéo actuelle, sera donc consacrée à l'apologie de Socrate. D'abord, c'est qui Socrate et c'est qui Platon? Socrate et Platon, c'est deux philosophes athéniens d'environ moins 400 avant Jésus-Christ. Socrate, c'est le maître de Platon, et il n'a rien écrit, ce qui fait que nous avons des informations sur Socrate seulement grâce au dialogue de Platon. Socrate, il n'écrivait pas, car pour lui la philosophie s'enseignait que par la parole et par le dialogue. Mais malgré le fait qu'il n'écrivait pas, il a tout de même influencé toute la philosophie occidentale. Avant de parler de pourquoi Platon a écrit l'apologie de Socrate, on va expliquer la forme en général des dialogues platoniciens. Platon, au lieu d'écrire avec un style type essai, il écrivait des dialogues. Ça veut dire qu'il mettait en scène des sortes de personnages, comme dans une pièce de théâtre. Sauf que c'était des personnages réels, ou des personnes qu'il a pu lui-même côtoyer. La plupart du temps, il mettait en scène Socrate, qui avait une conversation avec un de ses disciples. L'effet stylistique derrière le dialogue platonicien, c'est qu'en lisant un livre, on a l'impression d'assister à une véritable conversation ou à un véritable débat. La forme de l'apologie de Socrate est simple, c'est l'argumentation de Socrate lors de son procès. Cette argumentation se fait en 3 parties. On va approfondir chaque partie dans le fond. Pour expliquer le fond de l'apologie de Socrate, je pense qu'il est plus simple qu'on remette en contexte l'écriture de cette œuvre. Socrate, qui donc passait le plus clair de son temps à l'agora à discuter avec des Athéniens et avec ses disciples, est accusé par 3 citoyens athéniens de corrompre la jeunesse. Ces citoyens se nomment Mélétos, Anytos et Lycon. Dans l'apologie de Socrate, on va donc suivre le procès de Socrate et comment il se défend face aux faits dont on l'accuse. Socrate s'avance face aux citoyens athéniens prêts à l'écouter. Son regard est ferme, mais paisible. Il sait ce qu'il a à dire, et il connaît le vice de ses accusateurs. Il commence à parler. Son ton est calme. Il excuse sa diction et sa manière de parler, différente de celle des juges. Et maintenant, Athéniens, il est juste que je commence par répondre aux anciennes calomnies répandues contre moi et à mes premiers accusateurs. Je répondrai ensuite aux accusations et aux accusateurs plus récents. Car j'ai été accusé près de vous, et depuis de longues années déjà, par bien des gens qui ne disaient rien de vrai, et ceux-là, je les crains, plus qu'Anytos et ses associés, qui pourtant sont à craindre eux aussi. Oui, Athéniens, les premiers sont les plus redoutables, parce que prenant la plupart d'entre vous dès l'enfance, ils m'ont chargé d'accusations qui ne sont que mensonges, et vous ont fait croire qu'il existe un certain Socrate, savant homme, qui spécule sur les phénomènes célestes, recherche ce qui se passe sous la terre, et qui d'une méchante cause en fait une bonne. Socrate continue, et avance une idée sur pourquoi ses accusateurs ont proféré de telles calomnies. Peut-être quelques-uns d'entre vous s'imagineront-ils que je plaisante. Pourtant, soyez sûrs que je ne vous dirai que la vérité. La réputation qu'on m'a faite ne vient pas d'autre chose que d'une certaine sagesse qui est en moi. Quelle est cette sagesse? C'est peut-être une sagesse purement humaine. Cette sagesse-là, il se peut que je la possède effectivement, tandis que ceux dont je parlais tout à l'heure en ont une qui est sans doute plus qu'humaine. Sinon, je ne sais qu'en dire, car moi, je ne la connais pas, et qui dit le contraire est un menteur, et le dit pour me dénigrer. Selon Socrate, c'est cette sagesse que les Athéniens redoutent. C'est la jalousie de ces hommes par rapport à sa sagesse qui les pousserait à accuser Socrate de corrompre la jeunesse et de ne plus croire aux dieux et aux traditions grecques. Socrate prend maintenant à partie un de ses accusateurs. Approche ici, Mélétos, et réponds. N'attaches-tu pas une grande importance au moyen de rendre les jeunes gens aussi vertueux que possible? Dis à ces juges quel est celui qui les rend meilleurs. Il est certain que tu le sais puisque tu en as souci. Puisque tu as, dis-tu, découvert l'homme qui les corrompt, et que c'est pour cela que tu me poursuis et m'incrimines devant ce tribunal, allons,
Nomme aussi celui qui les rend meilleurs, et fais-le connaître à ses juges. Tu le vois, Mélétos, tu gardes le silence, et tu ne sais que dire. Les juges donnent leur verdict. Les accusateurs de Socrate demandent sa condamnation à mort. Cette peine est lourde, excessive pour un homme de son âge. Socrate doit maintenant proposer une peine à ses juges pour ne pas subir un tel châtiment. Si je ne m'indigne pas, Athéniens, de cet arrêt que vous venez de prononcer contre moi, c'est que j'en ai plusieurs raisons, et parce que je n'étais pas sans m'attendre à ce qui m'arrive. Quoi qu'il en soit, cet homme demande ma mort. Soit, mais moi, de mon côté, que vais-je vous proposer? Évidemment ce que je mérite. Qu'est-ce donc? Quelle peine ou quelle amende méritais-je, parce qu'au lieu de mener une vie tranquille, je néglige ce que la plupart des hommes ont à cœur? Qu'est-ce que je mérite donc pour m'être ainsi conduit? Une récompense, Athénien, s'il faut vraiment me taxer d'après ce que je mérite, et une récompense qui puisse me convenir. Or, qu'est-ce qui peut convenir à un bienfaiteur pauvre qui a besoin de loisirs pour vous exhorter? Il n'y a rien, Athénien, qui convienne mieux à un tel homme que d'être nourri au Prytanée. Les juges, abasourdis face à cette provocation, refusent d'entendre la proposition de Socrate. Être nourri au Prytanée, cela n'est réservé qu'aux citoyens dont la conduite est la plus honorable, dont les actions sont les plus admirables. Socrate sera donc bien condamné à mort. Faute d'un peu de patience, voyez, Athéniens, ce qu'on va dire de vous. Ceux qui cherchent à décrier notre ville vont vous reprocher d'avoir fait mourir Socrate, un sage, car ils diront pour vous faire honte que j'étais un sage, bien que je ne le sois pas. Dans tout le cours de ma vie, la voix divine qui m'est familière n'a jamais cessé de se faire entendre, même à propos d'actes de mince importance, pour m'arrêter si j'allais faire quelque chose de mal. Or, aujourd'hui, il m'est arrivé, comme vous le voyez vous-même, une chose que l'on pourrait regarder, et qu'on regarde en effet comme le dernier des mots. Or, ni ce matin, quand je sortais de chez moi, le signe du Dieu ne m'a retenu, ni quand je suis monté ici au tribunal, ni à aucun endroit de mon discours, quoi que je voulusse dire. Et cependant, dans beaucoup d'autres circonstances, il m'a arrêté au beau milieu de mon propos. Aujourd'hui, au contraire, il n'est jamais intervenu au cours même du débat pour s'opposer à aucun de mes actes, ni à aucune de mes paroles. À quel motif dois-je attribuer son abstention? Je vais vous le dire. C'est que ce qui m'est arrivé est sans doute un bien, et qu'il n'est pas possible que nous jugions sainement quand nous pensons que mourir est un mal. Voici d'autres raisons d'espérer fermement que la mort est un bien. De deux choses l'une, ou bien celui qui est mort est réduit au néant et n'a plus aucune conscience de rien, ou bien, conformément à ce qui se dit, la mort est un changement, une transmigration de l'âme du lieu où nous sommes dans un autre lieu. Si la mort est l'extinction de tout sentiment, et ressemble à un de ces sommeils où l'on ne voit rien, même en songe, c'est un merveilleux gain que de mourir. D'un autre côté, si la mort est comme un passage d'ici-bas dans un autre lieu, et s'il est vrai, comme on le dit, que tous les morts y sont réunis, peut-on, juge, imaginer un plus grand bien? Car enfin, si en arrivant chez Hadès, débarrassé de ces soi-disant juges, on doit y trouver les juges véritables, ceux qui, dit-on, rendent là-bas la justice, est-ce que le voyage n'en vaudrait pas la peine? Si d'autre part on fait société avec Orphée, Musée, Hésiode et Homère, à quel prix n'achèteriez-vous pas ce bonheur? Qu'est-ce qu'il faut maintenant conclure sur cette œuvre et sur l'apologie de Socrate? Déjà, il faut comprendre que malgré la renommée de Socrate aujourd'hui en philosophie, ses agissements et ses idées dans la société antique athénienne n'ont pas plu à tout le monde. Aussi, lorsqu'on se penche sur cette œuvre, on se dit que la défense de Socrate lors de son procès, elle est un petit peu étrange. Socrate, il arrive avec ses talents d'orateur à brillamment se défendre jusqu'à pouvoir lui-même définir sa peine, mais au final, il va choisir de provoquer les Athéniens et les juges, ce qui le condamne en fait à mourir. La question maintenant, c'est pourquoi il a utilisé ce stratagème en toute conscience et pourquoi il s'est défendu de la sorte. Ça, on va le savoir grâce à la partie suivante consacrée à Criton.